Le journal de 23 heures sur RTI1. Madame, monsieur, bonsoir. Voyons les titres au sommaire de ce journal. L'état d'urgence sanitaire prolongé au 30 septembre 2021 par le Conseil national de sécurité sous la présidence du chef de l'État. Le Conseil s'est prononcé sur la situation sécuritaire dans le pays, notamment les attaques terroristes ciblant des forces armées ivoiriennes au nord du pays, des attaques que condamne le président de la République. Inauguration ce jeudi d'une usine de fabrication et de requalification de conditionnement de gaz butane à usage domestique. Un investissement de 7 milliards de francs CFA qui va générer 400 emplois directs, un investissement qui rend visible la politique ivoirienne de promotion industrielle du duo emballage packaging et contribue à rendre compétitive notre économie. Et la fin de l'opération française Barkhane laisse des interrogations. Les populations restent sceptiques sur la capacité des États africains à repousser les djihadistes. Barkhane, une force militaire de 5100 soldats. Le dossier politique de ce jeudi s'interroge sur l'impact du départ de cette force sur la lutte antiterroriste en Afrique. Bienvenue dans ce 23 heures. Le Conseil national de sécurité s'est réuni ce jour sous la présidence du chef de l'État Alassane Ouattara. 3 points étaient à l'ordre du jour: la situation sécuritaire générale, l'orpaillage et l'évolution de la maladie à coronavirus dans notre pays. Le président de la République a à cette occasion condamné les attaques contre les positions des forces de défense et de sécurité dans le nord du pays. Le Conseil a également décidé de prolonger l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 30 septembre prochain. Nous vous proposerons en fin d'édition le communiqué final de ce Conseil national de sécurité. À la suite de la réunion du CNS, le président de la République Alassane Ouattara a pris part dans la soirée de ce jeudi à la célébration du 245e anniversaire de la fête nationale des États-Unis d'Amérique. Célébration à la résidence de l'ambassadeur des États-Unis, Richard Bell, qui a aussi enregistré la présence du Premier ministre, des membres du gouvernement, des représentants du corps diplomatique accrédités en Côte d'Ivoire, qui ont également pris part à cette cérémonie à laquelle il a été relevé les relations d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis, et également souhaité le renforcement et leur diversification. Les estimations sur les dépenses de l'État sur la période 2022-2024. Le document de programmation budgétaire a été présenté à l'Assemblée nationale. Cette programmation prévoit une croissance de 15,1%. Le budget 2021 de l'État pourrait ainsi s'établir à 9 607,4 milliards de francs CFA et grimper à un peu plus de 11 000 milliards de francs CFA en 2024. Une information développée dans ce compte-rendu de Moussa Konaté. Débat d'orientation budgétaire à l'Assemblée nationale. Face aux députés membres de la Commission des affaires économiques et financières, le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État présente le document de programmation budgétaire et économique pluriannuel 2022-2024. Pour les 3 prochaines années, les perspectives économiques et financières se présentent comme suit. L'activité économique afficherait un taux de croissance annuel moyen d'environ 7,7% sur la période 2022-2024. Et l'inflation serait contenue à 1,6% en moyenne sur la période, en dessous du seuil de la norme communautaire de 3% maximum. Les finances publiques afficheraient de bonnes perspectives sur la période 2022-2024 et cette bonne tenue résulterait des efforts en matière d'amélioration du recouvrement des recettes fiscales avec un taux de pression fiscale qui évoluerait de 13% en 2022 à 13,6% du produit intérieur brut en 2024, ainsi que les efforts de consolidation budgétaire avec un niveau de déficit budgétaire qui passerait de 4,7% en 2022 à 3% en 2024, respectant ainsi la norme communautaire. Le niveau d'endettement devrait rester soutenable et en cohérence avec la stratégie de gestion de la dette à moyen terme, avec un taux d'endettement en baisse sur la période, passant donc de 49,7% en 2022 à 44% en 2024, toujours en dessous du seuil communautaire de 70%. S'agissant des dépenses de l'État sur la période 2022-2024,
Elle s'articule autour des priorités du gouvernement en matière d'éducation, de santé, de logement et d'équipement collectif. Les dépenses du budget de l'État programmées sur la période 2022-2024 sont en cohérence avec les objectifs visés dans le plan national de développement 2021-2025. Ainsi, au titre de l'éducation, les efforts de l'État s'inscriront dans la vision du gouvernement d'accroître l'accès des populations, notamment les plus vulnérables, à une éducation de qualité. À cet effet, les crédits alloués à ce secteur devraient passer de 1 541 milliards en 2022 à 1 750 milliards en 2024. Au titre de la santé, les actions de l'État viseront l'amélioration continue de l'offre et de la qualité des services de santé, le renforcement de la lutte contre la maladie et la consolidation de la santé maternelle et infanto-juvénile. Ainsi, les crédits alloués évolueraient de 418 milliards en 2022 à 441 milliards en 2024. Au titre des logements et équipements collectifs, les interventions de l'État se poursuivront dans le domaine des logements sociaux, des transports, de l'approvisionnement en eau potable et du développement des infrastructures énergétiques. À ce titre, les allocations budgétaires atteindraient 1 253 milliards en 2024 contre 994 milliards en 2022. Selon le ministre Moussa Sanogo, le projet de budget de l'État pour l'année 2022 pourrait enregistrer une hausse de 15,1% par rapport au budget 2021 pour s'établir à 9 670,4 milliards de francs CFA. Ce niveau devrait continuer de s'accroître pour atteindre 11 473,4 milliards de francs CFA en 2024. Intéressons-nous à cette activité qui vient booster l'économie ivoirienne. L'ouverture d'une usine de fabrication de bouteilles de gaz butane à usage domestique, une usine de fabrication et de requalification de conditionnement de gaz butane située dans la nouvelle zone industrielle d'Akoupé-Zedji qui générera au moins 400 emplois directs. La production annuelle est estimée à 2 millions de bouteilles. Lanciné Bakayoko nous en dit davantage. 254 000 tonnes en 2013, la consommation nationale de gaz butane atteint aujourd'hui les 400 000 tonnes. Les ménages font donc face à l'épineuse question du déséquilibre entre l'offre et la demande, avec ses conséquences de surenchère sur les prix de vente. Cette nouvelle usine de fabrication et de requalification de bouteilles de gaz domestique au sein de la zone industrielle d'Akoupé-Zedji vient résoudre la disponibilité continue des emballages sécurisés. Si on est bien protégé, nous avons la capacité de monter jusqu'à 3 millions de bouteilles par an, contre 2 millions aujourd'hui. Ce projet est une nouvelle étape importante dans les efforts des pouvoirs publics pour combler le fossé infrastructurel qui entrave la pénétration du gaz butane en Côte d'Ivoire. L'adoption du gaz de cuisson vise à aider le gouvernement à mieux lutter contre l'utilisation du charbon de bois dont les impacts sont déplorables pour l'environnement. L'État de Côte d'Ivoire a une politique de promotion de l'utilisation du gaz pour des raisons sécuritaires, pour des raisons de protection de l'environnement, pour lutter contre la déforestation et pour que les ménages les plus vulnérables puissent utiliser le gaz partout. Cette usine de fabrication de bouteilles de gaz, c'est 7 milliards d'investissements, 400 emplois directs. Et avec ses capacités de 2 millions de bouteilles, plus de raisons pour les importations tous azimuts. Nous ne pouvons qu'encourager tous les acteurs de l'écosystème de distribution de gaz à encourager ces investisseurs-là qui viennent investir en Côte d'Ivoire à l'effet en fait de pouvoir s'approvisionner localement et à promouvoir le Made in Côte d'Ivoire, à créer de la valeur ajoutée en Côte d'Ivoire et à continuer de créer des emplois pour nos jeunes frères. Selon le ministre Souleymane Diarra-Souba, le secteur industriel représente 22% de la richesse nationale et 40% de la population active. Des chiffres qui devraient s'améliorer dans les années à venir avec la nouvelle politique industrielle mise en route par le président Alassane Ouattara. Le district d'Abidjan reçoit du matériel pour l'entretien et l'aménagement des espaces verts de la capitale économique, des équipements d'une valeur de 115 millions de francs CFA pour les services des parcs et jardins. Jean-Luc Bongo nous en dit davantage. C'est un lot de matériel d'une valeur de 115 millions de francs CFA qui vient renforcer le patrimoine du district d'Abidjan. Un camion-citerne, un tracteur agricole, une remorque et divers matériels de jardinage. Des équipements
mis à la disposition du service d'entretien des parcs et jardins du district en vue d'assurer l'aménagement et l'entretien des espaces verts de la ville d'Abidjan. Abidjan change. Abidjan offre des potentialités de circulation. C'est vrai, pendant les travaux, il y a quelques difficultés de circulation, mais rapidement, ces difficultés vont se résorber. L'objectif de cette cérémonie est de promouvoir une approche intégrée de la planification, du financement du développement urbain. Pour le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, qui remettait ce lot de matériel au nom du Premier ministre, le verdissage de l'espace se présente comme un enjeu de gouvernance. Face à la forte croissance démographique et à l'urbanisation galopante que connaît la ville d'Abidjan, nous assistons à une disparition effrénée des espaces verts existants. En conséquence, les îlots prévus pour l'embellissement de la ville ont disparu progressivement ou se sont retrouvés fortement dégradés. Or, ces espaces revêtent des avantages considérables pour le développement durable. Cette remise de matériel s'inscrit dans le cadre du programme de transport urbain d'Abidjan, PTUA, un vaste projet de près de 600 milliards de francs CFA. Voyons à présent le point de la situation sur l'évolution de la pandémie de Covid-19 dans notre pays. Le taux de positivité se situe en dessous de 3% et demeure l'un des plus faibles en Afrique selon le communiqué du Conseil national de sécurité tenu ce jour. Un taux faible, mais le virus circule encore, alors vigilance. Ce jeudi, 73 nouveaux cas Covid-19 ont été enregistrés. Le bilan du jour annonce également 28 nouvelles guérisons et 2 cas de décès. Ce 1er juillet 2021, la Côte d'Ivoire compte 48 378 cas confirmés, dont 47 862 personnes guéries, 315 personnes décédées. Il reste encore 201 cas actifs pour ce qui est de l'usage des vaccins anti-Covid. Sachez qu'au moins 768 309 doses ont été administrées dans le pays. Et cette nouvelle qui vient booster la lutte anti-Covid, des ressources sont mobilisées pour accélérer la production sur le continent de vaccins contre le Covid-19. La Société financière internationale annonce avoir rassemblé quelques 600 millions d'euros avec ses partenaires Proparco, la Banque de développement allemande et l'Agence de coopération américaine pour soutenir le Sud-Africain Aspern Pharmacare, le plus grand laboratoire pharmaceutique du continent. La circulation des armes légères et de petit calibre. Les parlementaires de la Commission nationale sont invités au débat. L'objectif, c'est de sensibiliser et renforcer les capacités de ces députés sur le fléau et réformer également les instruments juridiques sur les armes. Le commentaire de Jean-Marc Djadji. 41 députés de la Commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale instruits sur les vecteurs de prolifération des armes légères et de petit calibre. L'on enregistre 4 armes à feu pour 100 habitants en Côte d'Ivoire, selon la Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation des armes légères et de petit calibre et l'ONG Cogenta. L'heure est de renforcer les textes juridiques sur les armes. Nous, en notre qualité de représentants du peuple, être instruits sur cette question pour regarder, prendre des dispositions en matière de lutte contre le terrorisme. Ces armes légères et de petit calibre constituent les instruments de la mort dont se servent aujourd'hui les terroristes et il est important d'arriver à leur contrôle. Plus d'1 milliard de francs CFA ont été financés par l'Union européenne dans la gestion des stocks d'armes dans le pays. Le ministère de tutelle, quant à lui, mobilise la nouvelle législature autour de la question des armes légères. Pour lutter efficacement contre un phénomène, contre les armes légères, il faut des adaptations législatives. Donc on a besoin d'eux en tant que législateurs. Et on a besoin d'eux aussi, je pense, parce qu'ils sont des élus proches des populations. Outiller un parlementaire, comme je l'ai dit, c'est outiller le peuple. Mais c'est aussi permettre au peuple de comprendre ce que le gouvernement fait pour sa sécurité.
Ce programme de renforcement des capacités des députés s'insère dans le cadre de la prévention de la violence armée en Côte d'Ivoire. Le dossier politique de ce jeudi présente une analyse de la situation sanitaire, plutôt sécuritaire en Afrique, particulièrement celle des pays ouest-africains touchés par le terrorisme dans la zone du Sahel. On s'inquiète de l'après-Barkhane. L'opération militaire française est à son terme. Les troupes françaises engagées depuis 2014 dans la lutte contre les groupes djihadistes vont laisser la place à une force internationale dont la composition reste à déterminer. Mais en attendant, la menace plane sur les États. Suivons l'analyse d'Alexis Ouedraogo sur ce sujet. Le 25 juin, 2 attaques ont lieu au Mali. L'une contre un poste militaire dans le centre qui fait 6 morts et 1 blessé parmi les forces maliennes. L'autre contre une position temporaire de l'ONU au nord qui fait 15 blessés. Le 21 juin, c'est la force militaire Barkhane qui est frappée lors d'un attentat. Une attaque alors que l'opération met fin à sa mission dans la région. Nous amorcerons une transformation profonde de notre présence militaire au Sahel, dont la modalité et le calendrier seront précisés dans les semaines à venir. L'opération déployait 5100 soldats pour soutenir les armées des États du Sahel contre les djihadistes. À Bamako, l'information est diversement appréciée. Le départ des Français est une bonne chose. De toute façon, on ne voyait rien depuis qu'ils sont là. J'ai appris avec un peu de regret le retrait des troupes françaises au Mali. Bon, quand même, je suis un peu surpris. Je demande à tout un chacun, avec un peu de retenue, de laisser ces forces étrangères coopérer avec les armées maliennes, coopérer avec nos forces armées pour pouvoir achever ce travail-là. Et si à Bamako, l'annonce inquiète certains, c'est que depuis 8 ans, Barkhane a su empêcher un enquistement massif des djihadistes dans la zone sahélienne. Des inquiétudes que l'on retrouve au Burkina, qui connaît des attaques importantes. Au moins 132 morts la nuit du 4 au 5 juin dernier près des frontières avec le Mali et le Niger. On est vraiment découragé de la situation. Voilà, vraiment, on a peur maintenant. On a peur. Ça nous fait mal, on ne suis pas content. Il faut que les autorités là-même, eux-mêmes, ils vont voir comment ils peuvent aider la population, surtout dans les villages au nord. Là-bas, les gens le souffrent beaucoup. Les attaques terroristes au Burkina ont fait depuis 2015 plus de 1400 morts et près d'1 million de déplacés. Au Niger aussi, les attaques contre les civils se sont multipliées depuis le début de l'année. Avec le départ de la force Barkhane considérée comme force tampon, les responsables des médias jouent la prudence. Il y a certaines questions qui concernent, par exemple, la région de Difa. C'est d'ici, de Niamey, qu'on les traite, de peur d'exposer donc les confrères qui sont là-bas sur place. Il y a beaucoup de radios qui sont fermées du fait de l'insécurité. Moi, je n'ai pas été l'objet, mais il y a d'autres qui ont été l'objet des menaces, là où on les dit, voilà, on écoute tes audios, où on te dit, fais attention à ce que tu nous dis. Il y a eu des hommes politiques, des journalistes et des prêcheurs qui ont réussi ce type de menaces. Comment dirais-je, suite à leurs propos qui défendent par exemple la ligne du gouvernement ou la ligne de la communauté internationale contre le terrorisme. Ici en Côte d'Ivoire, le départ de Barkhane est apprécié diversement. Le 10 juin 2020, 14 soldats avaient été tués dans l'attaque d'un poste avancé à Kafolo. Et les récentes attaques contre les forces de défense et de sécurité préoccupent. Quand on dit on a tué les gendarmes, et puis c'est eux qui nous gardent. La population a peur. C'est un phénomène qui ne concerne pas seulement la Côte d'Ivoire, il concerne à peu près toute l'Afrique de l'Ouest. Donc déjà, l'État de Côte d'Ivoire doit collaborer avec les pays voisins. Voilà, collaborer avec les pays voisins au niveau du renseignement, des informations. Et puis aussi mettre en place des mécanismes pour relever un peu le niveau de vie, surtout dans la région septentrionale. Voilà, pour ne pas que les jeunes Ivoiriens puissent éventuellement être tentés par ce phénomène-là. Et justement, les pays de la sous-région s'organisent. Le ministre d'État, ministre de la Défense, est engagé au renforcement de la coopération avec les États voisins. Nous pensons que
La lutte contre le terrorisme ne peut être menée par un seul État. Il faut donc mutualiser les efforts, se tenir informé, essayer de mettre ensemble nos moyens pour lutter efficacement contre ce fléau. La sous-région entend prendre son destin en main dans la lutte contre le terrorisme, même si elle peut toujours compter sur ses partenaires. Après avoir annoncé la fin de sa mission Barkhane au Sahel, la France a porté un plaidoyer pour rehausser les effectifs de la MINUSMA. Ce mardi, le Conseil de sécurité des Nations Unies a prolongé la dite mission. La MINUSMA sera reconduite avec ses effectifs actuels, soit un maximum de 13 289 militaires et 1920 policiers. Le dossier politique de ce jeudi sur les enjeux de la lutte contre le terrorisme. Après le départ de la force militaire Barkhane du Sahel, les États africains concernés mutualisent leurs efforts pour repousser au mieux l'ennemi. En Côte d'Ivoire, dans moins d'une semaine sera commémorée la mémoire de feu Amadou Gon Coulibaly, disparu le 8 juillet dernier, en 2020. Au RHDP et sa famille politique, ce sera une journée de la mémoire. Un grand meeting est prévu pour lui rendre hommage. Suivons le détail de cet événement avec Laure Goretti et Abou Sanogo. Les mouvements de jeunesse RHDP vont rendre hommage à l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly, décédé le 8 juillet 2020. Nous lançons un vibrant appel aux jeunes Ivoiriens, aux populations ivoiriennes, aux femmes, aux hommes, de déferler massivement samedi 10 juillet 2021 au Palais de la Culture pour rendre un hommage historique à son Excellence Amadou Gon Coulibaly. Si tu es FPI, PDCI, USD, RHDP, tu dois être là ce jour-là pour prendre ta part dans les hommages que nous allons rendre à cet homme historique qui a marqué à jamais l'histoire de la Côte d'Ivoire. Pour le bon déroulement de l'événement en souvenir d'Amadou Gon Coulibaly, Youssouf Diabagaté, président du mouvement Action Prado, annonce les dispositions arrêtées. Les mesures sécuritaires aussi ont été prises. Les forces régaliennes seront là pour que cela se passe dans la paix. Ce jour du souvenir se déroulera au Palais de la Culture à Trècheville. L'écriture est aussi une autre façon de faire vivre la mémoire d'un disparu. Un essai littéraire d'un auteur ivoirien, Médard Kouassi, raconte Robert Nesta Marley, dit Bob Marley, suivant ce récit de Franck Quadio. La couverture porte les couleurs du mouvement Rasta, un essai pour explorer l'œuvre de l'icône du reggae. Bob Marley, cri de cœur, cri de raison et cri d'amour. Trois thèmes qui, selon Médard Kouassi, auteur passionné, sous-tendent l'œuvre de l'artiste. Le cri de cœur, c'est cri récent de tout ce qu'il voit dans le monde entier. Le cri de raison, ce sont des leçons qu'il donne à partir de ses connaissances spirituelles et mystiques, il faut le dire. Voilà. Et puis le cri d'amour, ce sont ses amours à lui, et puis l'amour en général entre l'homme et la femme. Marley, pas qu'un simple chanteur, il est au-delà de l'artiste un porteur d'idées, un théosophe. Une des raisons de ce voyage littéraire proposé par Médard Kouassi au cœur de l'œuvre et des textes de Nesta Marley reste la profonde ambivalence des paroles. Bob Marley comme ambassadeur du reggae, l'unanimité est faite, mais à la faveur de ce 1er juillet, consacrant aux yeux des Nations Unies la journée du reggae, il y a comme une pointe d'amertume chez l'auteur. On chante pour danser et tout, mais les Jamaïcains, ils ne chantent pas pour danser seulement. Surtout, ils chantent pour conscientiser, voyez-vous. Donc, je suis un peu en peine. Le 1er juillet depuis 26 ans met en lumière ce rythme, le reggae, une initiative de l'UNESCO qui sonne comme une reconnaissance de l'universalité de la musique de Jah, porteuse de dialogue et de paix. Le reggae qui fait son bonhomme de chemin et la Côte d'Ivoire n'est pas en reste, en témoigne l'organisation le 11 juillet prochain à Bouaké, la deuxième ville du pays, du festival international Gbeke Reggae Festival.
Voilà, bel hommage à Bob Marley, l'icône du reggae. Je vous propose à présent de suivre avec une grande attention le communiqué du Conseil national de sécurité tenu ce 1er juillet 2021. On regarde. Communiqué du Conseil national de sécurité. Le président de la République, Son Excellence Alassane Ouattara, a présidé ce jeudi 1er juillet 2021 au Palais de la Présidence de la République une réunion du Conseil national de sécurité. L'ordre du jour a porté sur 3 points. La situation sécuritaire générale, la lutte contre l'orpaillage illégal et l'évolution de la maladie à coronavirus 2019 en Côte d'Ivoire. Au titre de la situation sécuritaire générale, à la suite de l'analyse faite par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le Conseil national de sécurité a noté avec satisfaction que depuis sa dernière réunion du 27 mai 2021, la situation sécuritaire est généralement calme sur l'ensemble du territoire. Cependant, cette situation a été marquée par 2 événements majeurs que sont l'attaque de la localité de Tougbo, située dans le département de Bouna et frontalière du Burkina Faso, par des individus armés non identifiés le 7 juin 2021, qui a causé la mort d'un militaire ivoirien, et l'explosion d'un engin explosif improvisé sur l'axe Teini-Togolokai, au passage d'une patrouille de reconnaissance des forces armées de Côte d'Ivoire le 12 juin 2021, qui a fait 3 morts, dont 1 gendarme et 2 militaires, ainsi que 6 blessés. Le président de la République a fermement condamné ces différentes attaques et encouragé les forces de défense et de sécurité à redoubler de vigilance et à poursuivre de façon résolue leurs efforts dans la lutte contre le terrorisme. Le chef de l'État a par ailleurs présenté ses sincères condoléances aux familles des victimes et souhaité un propre rétablissement à tous les blessés. Le chef d'état-major général des armées a également informé le Conseil national de sécurité des actions en cours visant à renforcer les capacités et l'efficacité de la zone opérationnelle Nord créée pour lutter contre le terrorisme le long de la frontière avec le Burkina Faso et le Mali. Ces actions portent notamment sur l'augmentation des effectifs, la mise à disposition d'équipements et de matériel adaptés à la lutte contre le terrorisme et la mise en place d'un système renforcé de renseignement. Aussi, le président de la République a-t-il instruit le ministre d'État, ministre de la Défense, à l'effet de finaliser dans les meilleurs délais toutes ces actions jugées pertinentes. Au titre de la lutte contre l'orpaillage illégal, à la suite d'un exposé du ministre secrétaire du Conseil national de sécurité sur les effets dévastateurs de l'orpaillage illégal, le Conseil national de sécurité, qui soutient les actions de formalisation et d'encadrement des exploitations minières artisanales à petite échelle menées par le ministère en charge des mines, a décidé d'intensifier la répression des infractions au code minier. À cet égard, le Conseil national de sécurité a autorisé la création d'un groupement spécial de répression de l'orpaillage illégal fort de 560 éléments, dont 460 gendarmes et 100 agents des eaux et forêts spécialement équipés pour intervenir sur l'ensemble du territoire. Au titre de l'évolution de la maladie à coronavirus 2019 en Côte d'Ivoire,
le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a fait un point de situation sur l'évolution de la pandémie à Covid-19 dans notre pays. Ainsi, à la date du mercredi 30 juin 2021, la Côte d'Ivoire dénombrait 48 305 cas confirmés de Covid-19, dont 47 834 guéris, 313 décès et 158 cas actifs. Le taux de positivité, qui se situe en dessous de 3%, demeure l'un des plus faibles en Afrique. En outre, le nombre moyen de nouveaux cas de Covid-19 enregistrés dans le pays est en baisse constante depuis le mois d'avril, reflétant une bonne maîtrise de l'épidémie. En effet, le nombre moyen de cas par jour est passé de 72 en avril à 40 en mai et 33 en juin 2021. De même, le nombre de décès connaît une baisse avec 42 décès enregistrés en avril, 19 en mai et 8 en juin 2021. Le Conseil national de sécurité, tout en exprimant sa satisfaction quant à ces résultats très encourageants, appelle les populations à la vigilance et les exhorte à respecter les mesures barrières. Le ministre en charge de la Santé a également informé le Conseil national de sécurité que depuis le début de la campagne de vaccination contre la Covid-19, 757 123 doses de vaccins ont été administrées à la date du 29 juin 2021, avec 76 603 personnes ayant reçu les 2 doses. Le ministre en charge de la Santé a par ailleurs porté à la connaissance du Conseil national de sécurité que la Côte d'Ivoire a reçu, le 16 juin 2021, 100 620 doses de vaccin Pfizer dans le cadre de l'initiative COVAX, le 26 juin 2021, un don de la Chine de 100 000 doses de vaccin Sinopharm et, le 28 juin 2021, 100 000 doses de vaccin AstraZeneca de la part du Mali. Enfin, la Côte d'Ivoire a passé, le 9 juin 2021, une commande pour 1 million de doses de vaccin AstraZeneca qui sera livrée en juillet 2021. Le Conseil national de sécurité s'est félicité de ces développements positifs dans la lutte contre la Covid-19. Toutefois, au regard de la saison des pluies dans notre pays et de la période des vacances qui verront un nombre important de mouvements de personnes, dans un contexte mondial caractérisé par l'apparition de plusieurs variants à la Covid-19, le Conseil national de sécurité a décidé de prolonger l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 30 septembre 2021. Le président de la République a, pour sa part, réitéré ses félicitations à tous les acteurs impliqués dans la lutte contre la Covid-19. Enfin, le chef de l'État a exhorté de nouveau les populations vivant en Côte d'Ivoire à se faire vacciner et tester, tout en continuant à respecter scrupuleusement les mesures barrières. Fait à Abidjan le jeudi 1er juillet 2021. Voilà, c'était le communiqué du Conseil national de sécurité tenu ce 1er juillet, un conseil ayant à l'ordre du jour la situation sécuritaire dans le pays, l'orpaillage et l'évolution de la pandémie de Covid-19, retenant que l'état d'urgence est prolongé au 30 septembre prochain. Nous achevons ainsi cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente fin de soirée sur RTI.